c'est qu'on en crève, les paysans en crèvent littéralement. Alors un élevage intensif en France ne peut pas être interdit, c'est non. L'État lui-même ne respecte pas la loi qu'il a fait voter. Parce qu'elles sont un pansement sur une jambe de bois. Notre avenir passera que par l'union. Allez, c'est parti pour un nouveau Sur le Grill, ce concept où on pose des questions très précises à des invités et ils doivent se positionner oui ou non. Et pour cette fois-ci, c'est un Sur le Grill spécial syndicat qu'on a tourné pendant le salon de l'agriculture. Et pour cela, on avait différents invités. Bonjour, je suis Véronique Lefloc, productrice de lait en bio dans le Sud Finistère et présidente de la coordination rurale nationale. Donc Pierre Corel, président de Jeunes Agriculteurs, agriculteur dans les Alpes de Haute-Provence. Moi, je produis de la viande d'aubrac et de la céréale, du blé, du colza, de l'orge, du tournesol notamment. Et puis du fourrage pour mes animaux évidemment pour qu'on soit autonome. Bonjour, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA et agriculteur en Seine-et-Marne. Moi, je suis Laurence Marandola, je suis paysanne en Ariège et je suis la porte-parole nationale de la Confédération paysanne. Bonjour, Jérôme Baïla, agriculteur, éleveur en polyculture, élevage à Montesquieu-Olvestre et président des Ucrada 64. Bon, maintenant que vous êtes prêts, c'est parti, on ravive la braise et on part pour les questions. Faut-il plafonner les aides-PAC pour privilégier les petites exploitations? Eh bien écoutez, on peut toujours les plafonner, oui. Si le montant est comme proposé par certains à 50 000 € et que c'est uniquement le premier pilier, eh bien je pense que pratiquement toutes les exploitations seront dedans. Mais par contre, il faut aussi renforcer le paiement redistributif. Oui, mais pas pour privilégier que les petites exploitations, pour simplement limiter les effets d'aubaine et d'opportunisme avec les hectares. Absolument. La répartition des aides de la PAC est liée globalement à la surface. Plus tu as d'hectares, plus tu as d'aides. Et du coup, ça encourage un modèle vers l'agrandissement, vers la spécialisation des fermes. Et si on veut soutenir tous les agriculteurs, tous les producteurs, toutes les filières, les fruits et légumes, tout le monde, il faut absolument à enveloppe constante plafonner et répartir les aides pour que tout le monde puisse être accompagné. Plutôt oui. Alors, ce qui est important d'abord, c'est d'avoir une négociation européenne pour faire en sorte que l'argent revienne en France et ne fuit pas notamment dans un certain nombre de pays qui en attendent plus. Ensuite, la question du plafonnement, c'est une question qui peut être étudiée, pas forcément d'ailleurs pour les petites exploitations, mais pour faire en sorte qu'on soit attentif au fait que les exploitations et la rémunération soient équitablement réparties. Donc globalement, favorable à y réfléchir. Je pense que oui. Il faut surtout que la prime ne dépasse pas le chiffre d'affaires et de production. C'est vraiment, je pense qu'il faut remettre un équilibrage là-dessus, parce qu'autrement, ce n'est pas des aides compensatoires, c'est de l'accession agricole. Et là-dessus, il faut y remédier. Faut-il interdire la vente de terres agricoles à des investisseurs étrangers? Eh bien oui, la coordination rurale, c'est un syndicat qui défend la non-soumission à l'agro-industrie, à la finance et donc être libre et maître chez soi. Donc on propose des dispositifs pour que justement les jeunes et les moins jeunes puissent acheter leur foncier. Oui, c'est l'objet d'une loi et de dispositifs qu'on a portés pour endiguer ça, parce qu'on considère que laisser partir notre appareil productif et donc notre foncier à des investisseurs étrangers est un risque pour notre souveraineté alimentaire. Plutôt non. Il faut surtout préserver la terre agricole pour produire. Mais c'est pareil pour des investisseurs français, financiers. C'est déjà ce qui se passe en France, hormis dans la viticulture. Aujourd'hui, en tous les cas, plutôt favorable à ce que les terres restent investies en France. D'ailleurs, c'est globalement pas un sujet. On a vu quelques investisseurs chinois en grande culture dans l'Indre. Et il n'y a pas eu de retour, donc plutôt favorable en tous les cas, ou même très favorable à ce que la terre agricole, qui aujourd'hui est un enjeu important, soit détenue par des Français et des investisseurs certainement pour porter le foncier, mais aussi par des agriculteurs. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut du protectionnisme, il faut du protectionnisme national au niveau de l'agriculture. Même, je dirais plus loin, et départemental, parce que c'est notre avenir, l'avenir de notre pays, de notre profession, parce que si on veut installer les jeunes, il faut qu'il reste encore des moyens pour pouvoir investir. Faut-il rendre obligatoire un prix minimum d'achat des produits agricoles? Eh bien écoutez, le prix plancher doit être le prix qui couvre les coûts de production et en tenant compte de l'investissement nécessaire pour nos jeunes générations. Moi, ça ne dérange pas que ceux qui ont déjà tout amorti gagnent mieux pour investir pour leur retraite ou pour d'autres choses. Donc oui. Non, parce qu'un prix minimum de nos produits agricoles, c'est finalement une rémunération minimum, parce qu'on connaît les techniques de la grande distribution, et donc ça serait plafonner le revenu des agriculteurs, et on n'y est pas favorable. Absolument. Aujourd'hui, la crise agricole profonde
c'est qu'on travaille à perte, c'est qu'on en crève, les paysans en crèvent littéralement de ne pas pouvoir être rémunérés, payer leurs factures, se rémunérer et payer notre protection sociale. Donc des prix minimum garantis ou d'intervention, c'est indispensable. La réponse est non. Les FNSEA, depuis le début, on dit que ça n'est pas une hypothèse sérieuse parce qu'il y a une réalité de marché. Et en fait, si on rend obligatoire un prix, la réalité, c'est qu'il y a des pays à côté. Et donc, si on est au-dessus de ce prix obligatoire, eh bien, un certain nombre de gens viendront nous voir en nous expliquant que ils vont nous l'acheter parce que comme ça vaut plus cher ailleurs, il faut d'abord l'acheter en France. Et en fait, le prix minimum va devenir un prix maximum. Et si jamais le prix est moins cher chez nos voisins, évidemment, tout le monde va aller se ruer chez les autres et nous, on ne vendra rien. Donc la réponse, c'est non. Pour nous, c'est la construction du prix en marche avant qui compte et le fait qu'on protège le coût de la matière première agricole. Non, parce que le prix minimum, qui le fixe? Comment on le fixe? Selon les régions, selon les départements, selon les quantités, selon les complexités. Le prix de revient n'a jamais le même prix, donc je pense qu'il faut donner, surtout redonner de l'élan dans l'agriculture et du dynamisme dans les prix. Les restaurations collectives de votre département respectent-elles les obligations de 50% de produits de qualité dans les assiettes? La réponse est non. D'ailleurs, l'État ne le respecte pas, ni sur les SICO, ni sur la bio. En revanche, moi j'ai de la chance, dans mon département, le conseil départemental a investi dans une légumerie, achète ses légumes en proximité pour essayer d'améliorer ce score et atteindre l'objectif que s'est fixé la loi. D'ailleurs, c'est assez cocasse de constater que l'État lui-même ne respecte pas la loi qu'il a fait voter. Non. Et c'est un gros problème qu'on a dans notre département, puisque en plus on a la 3e ville de France. Maintenant, on a aussi le département le plus long, avec une forte population pour du monde agricole, justement. Et on n'en profite pas de tout ça. Et c'est ce qu'on va faire, nous, un partenariat maintenant qu'on est élu à la Chambre d'agriculture. Non. Elle ne respecte pas, alors pour des raisons d'approvisionnement, de volume, de quantité, c'est pas des réponses qui nous satisfont, donc on y travaille avec eux à les enjouer de respecter la loi, Egalim notamment, qui fixe des minimums d'approvisionnement local. Non. Moi, je suis paysanne en Ariège, c'est un département qui fait des efforts, mais on n'est pas encore à 50% de local de qualité et on est encore en moins à 20% de bio. Eh bien, très peu de communes dans mon département et même au niveau national. Par contre, ce qui aurait été judicieux, c'est que la volonté d'atteindre 20% de produits bio et de qualité dans la restauration collective inclut la restauration collective commerciale également, pour justement écouler davantage de produits label rouge et des bio. Faut-il interdire totalement les pesticides de synthèse d'ici 2040? Il faut interdire les plus dangereux aujourd'hui, les plus dangereux. Et il faut arriver à sortir des pesticides en accompagnant les paysans avec des prix et en accompagnement les paysans. Non, parce que ça serait laisser des agriculteurs, des productions et des filières dans l'impasse. Parce que même si on peut fixer des grands objectifs avec des grandes dates, la réalité de la météo, de la vie nous explique qu'on a besoin d'un accompagnement de la chimie sur nos systèmes d'exploitation. Non, il faut tout simplement les raisonner, les utiliser carbonéciens. Non, c'est impossible d'interdire tous les produits phytosanitaires de synthèse. Ce qu'il nous faut, plusieurs alternatives pour un même problème, une maladie, pour pouvoir alterner et pour éviter qu'il n'y ait des résistances. Il faut laisser le temps au temps pour que les organismes de recherche nous trouvent les bonnes solutions. Et peut-être qu'avec plus de mélange de cultures, comme on fait à la coordination rurale, le festival du non-labour semi-direct, on y arrivera et on y arrivera peut-être même tout seul. La réponse est non et ça n'est pas sérieux de le penser pour une raison simple, c'est que si on expliquait qu'on fait la même chose sur les médicaments, les Français seraient bien en peine de soigner. Nous, on a besoin de soigner nos plantes. Évidemment, on est soucieux de la santé publique et de faire en sorte qu'on améliore nos pratiques, mais nous mettre dans des impasses qui nous conduiraient à abandonner la production et importer plus de l'extérieur, c'est pas sérieux. Et d'ailleurs, je crois que c'est pas ce que veulent les consommateurs. Beaucoup de gens montent ce sujet en épingle pour nous faire passer pour des pollueurs. On est des gens responsables. On a beaucoup amélioré les choses depuis les 20 dernières années. On veut continuer à le faire, mais évidemment, nous mettre dans des impasses et interdire, pour nous, c'est non. Les élevages intensifs doivent-ils être interdits en France? Non plus, parce que les élevages intensifs correspondent à un besoin de nourriture pour un certain nombre de populations. Et si on ne le fait pas sur le territoire, on l'importera. Et là encore, on perd en compétitivité, en volume économique sur notre pays. Et c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Alors un élevage intensif en France ne peut pas être interdit. C'est non. Les élevages sont en aucun cas intensifs. Quand on regarde la taille de nos élevages, il reste, si on divise l'effectif animal par le nombre de personnes qui y travaillent, ça reste une mesure tout à fait correcte. Non plus. Il faut juste mettre des normes de surveillance.
Interdire, c'est l'extrême et il ne faut surtout pas faire ça. Il n'y a pas d'élevage intensif en France quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur. Et notamment, c'est la raison pour laquelle on est très hostile à la directive IED qui voudrait faire passer nos élevages familiaux français pour des élevages industriels. Quand on regarde les seuils, on a des seuils assez faibles et on doit continuer à faire la promotion de l'élevage, là aussi parce qu'on est en train de perdre une partie de notre élevage et si on ne le fait pas, eh bien, on aura de l'importation dans des conditions de production qui sont là pour le coup très loin de nos standards. Je veux rappeler que là où on a une moyenne en élevage porcin d'environ 200 truies, on trouve des élevages de 10 000 truies quand on est en Russie. Donc arrêtons de nous auto-flageller et faisons en sorte qu'on fasse la promotion de l'agriculture familiale et du modèle d'élevage à la française. Alors, plutôt oui. La question, c'est de définir qu'est-ce que c'est qu'un élevage intensif. C'est la taille, le nombre de bêtes au mètre carré et le nombre de bêtes à un seul endroit. C'est aussi, par exemple, le lien avec la capacité à alimenter cet élevage, ces poules, ces porcs, dans un rayon assez proche. C'est aussi la capacité de pouvoir épandre les déjections. Voilà, c'est tout ça ce qui est un élevage intensif et du coup, il faut se définir. Et c'est plutôt non. Pour la Confédération paysanne, c'est de l'élevage partout en France, mais lié à la capacité de nourrir ces animaux, à pouvoir épandre et à pouvoir les abattre et les commercialiser partout en France. Les fermes photovoltaïques doivent-elles être interdites sur des terres agricoles? Évidemment, oui, elles doivent être interdites parce que, encore une fois, on perdrait notre appareil productif qui est le foncier, qui est dédié normalement à produire de l'alimentation, des biens, notamment aussi sur des coproduits, je pense à tous les matériaux biosourcés, mais sûrement pas pour de l'énergie parce que ça nous met en compétition directe avec des enjeux qui dépassent l'agriculture. Pas dans n'importe quelle condition. On a une loi qui est passée sur laquelle s'est prononcée la FNSEA. Pour nous, c'est d'abord le photovoltaïque sur les toits de nos bâtiments, de fermes, d'élevage. Ça, c'est la priorité. Et ensuite, nous ne sommes pas hostiles au développement de l'agrivoltaïsme pour le fait qu'on a besoin de développer de la valeur, mais avec une condition. Cette condition, c'est que ça ne dégrade pas la production agricole. Et donc, on ne veut pas des projets qui sont des espèces d'ersatz ou qui sont avec de la simili-production. Nous, on veut bien faire en sorte qu'on puisse continuer à produire. Et puis enfin, parce que ça compte beaucoup à la FNSEA, nous, on veut que ce soit le terrain qui décide. Et donc, les commissions départementales pourront définir la doxa à partir de la loi. Oui et non, ça dépend surtout comment on l'utilise et comment on utilise l'agrivoltaïsme. Au bout d'un moment, si nos terres agricoles doivent être juste un support pour faire de l'énergie et pour les investisseurs et que le monde agricole ne retrouve aucune valeur ajoutée, non, moi je te dis non. Si par contre on fait des projets sur les bâtiments que les agriculteurs trouvent en complément de revenus avec une utilité dessous, je te dis oui. Dans les zones, non. Dans les zones où on est en déprise agricole et où on peut relancer des productions telles que celle de l'OVA ou autres, bien sûr qu'on doit privilégier ces zones-là pour un revenu complémentaire pour nos agriculteurs. Oui, des panneaux photovoltaïques au sol, c'est en concurrence directe et avec la production alimentaire et on a besoin de produire de l'alimentation. Et en plus, ça fait élever le prix du foncier complètement, ça le fait s'envoler et ça devient après inaccessible pour des agriculteurs et pour produire de l'alimentation. Les solutions françaises pour contenir la MHE et la FCO sont-elles efficaces? Non. Et c'est surtout aussi qu'on est mal défendu là-dessus, puisque j'ai pu aller au Parlement européen et le jour de la réunion sur les maladies épizooties, en Europe, il y avait 2 eurodéputés français sur 18, donc on était vraiment mal représentés. Et le plan qu'on met en France aujourd'hui, il est vraiment pas bon, puisqu'on n'anticipe rien et on fait tout dans l'urgence. Non. On est sur des maladies qui couvrent l'ensemble du territoire. Il y a même eu un déni très fort du gouvernement quand la FCO 8 du sud de l'Espagne est arrivée chez nous. C'est arrivé direct dans mon département, sur mon troupeau et les troupeaux de tous les voisins. Ça a été extrêmement douloureux parce que c'est une maladie hyper grave, pas facile à contenir, j'en conviens, mais là on a besoin d'une gestion sanitaire à la hauteur et c'était pas le cas. Non, elles ne sont pas efficaces parce qu'elles sont un pansement sur une jambe de bois, parce qu'on n'a pas de vision efficace sur la stratégie vaccinale que doit avoir le pays partagée avec ses homologues européens, nos homologues européens. Donc aujourd'hui, non, elle ne répond pas à l'urgence de la situation. Non, les mesures pour contenir toutes ces maladies ne sont pas efficaces. Déjà, elles interviennent beaucoup trop tardivement. Il nous faut un protocole sanitaire d'urgence qui soit bien écrit et qui permette de connaître en avance dans chacun des territoires qui est volontaire à la vaccination pour que, suivant l'évolution de chacune des maladies, on anticipe et on passe aux commandes et à la fabrication de ces produits. Et qu'on indemnise, bien sûr, avec justement un acompte versé à nos producteurs. Mais en tous les cas, elles ne l'ont pas été depuis 2 ans. Et pour ça, on a besoin,
de vaccins, parce qu'au moment où on se parle, on n'a pas suffisamment de vaccins. 2, on a besoin d'une politique publique et notamment de moyens pour indemniser les pertes directes, ce qui est en train d'être fait. Je dis en train parce que pour le moment, les éleveurs n'ont rien touché. Il y a aussi le sujet des pertes indirectes qui, à ce stade, n'est pas traité. Et puis ensuite, il faudra qu'on ait une politique globale pour savoir comment on fait, parce que dès l'été prochain, on risque d'être à nouveau face à des problématiques. Donc non, à ce stade, ça n'est pas satisfaisant. Et oui, il faut qu'on travaille tous ensemble pour avoir une vraie prophylaxie et faire en sorte qu'on soit capable de mieux résister, y compris en travaillant avec d'autres pays européens, notamment sur les banques d'antigènes, parce qu'il faut qu'on soit plutôt dans la prévention que dans la réaction. Les nouvelles biotechnologies des semences doivent-elles être autorisées pour assurer la productivité agricole? Oui, clairement, nous sommes favorables aux nouvelles techniques de sélection génomique et d'abord pour apporter des solutions concrètes face à la diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires, face à la résistance notamment à la sécheresse ou à l'humidité pour éviter d'utiliser encore une fois des produits. Depuis toujours, la recherche, l'innovation, la nouveauté ont été des facteurs d'amélioration de l'agriculture. On doit être vigilant au fait que ça ne positionne pas les solutions comme étant détenues et que les agriculteurs ne se retrouvent pas pieds et mains liés. En gros, qu'on ne privatise pas le vivant. Mais ce n'est pas l'esprit de ce qui est développé aujourd'hui à Bruxelles. Et oui, on a besoin de solutions pour s'améliorer. Encore une fois, ça a toujours été un facteur d'amélioration. La génétique est un des moyens demain d'être plus efficace sur le plan environnemental, mais aussi sur la compétitivité. Eh bien, à partir du moment où vous partez dans des hybrides et tout ça, et que vous allez dans une situation irréversible, c'est non. Il faut justement garder les souches de nos variétés parce que justement, on avait par le passé des variétés résistantes à toutes les maladies, des variétés blé, renant, des variétés aussi en vigne. Et donc, je pense que d'aller trop loin, c'est encore donner le pouvoir à tous ces marchands de semences qui contrôlent déjà pour les 4 premiers plus de 60% du chiffre d'affaires mondial. Non, puisque c'est toujours pareil, il y a des régions qui arrivent encore à bien produire. Mais si par contre on nous interdit certaines matières actives et certaines façons de travailler le sol, les terres à une certaine période et qu'on nous empêche de produire, je te dis oui. Oui, si elles sont encadrées, réglementées, recherchées comme il faut, et si elles ne font pas l'objet finalement d'une séquestration de la valeur à un profit qui n'est pas celui partagé avec l'agriculteur, mais qui est bien à des semenciers ou autres. On a besoin de partager la valeur, mais aussi d'avoir ce matériel technologique à disposition des agriculteurs. Non. Les nouvelles technologies, c'est des OGM. Il faut dire le mot. Et des OGM, c'est extrêmement... Il y a un principe de précaution à respecter. On est contre en Europe. C'est de nouveau la Confédération paysanne qui avait emporté cette victoire. Et c'est une dépendance pour les agriculteurs de racheter des semences chaque année. C'est l'inverse de la résilience et de la biodiversité et de la diversité des semences. Pour nous, c'est non. Faut-il interdire les pubs pour les produits ultra transformés? Oui, oui, oui. Bien sûr, on est extrêmement favorable à ce que les citoyens accèdent à des aliments de qualité. Et des aliments de qualité, c'est plutôt des aliments non transformés. Plutôt oui, mais avec pondération. Ce qu'il faut surtout, c'est expliquer aux Français que de manger des produits sains de saison, réexpliquer ce qu'est l'éducation à l'alimentation, ça c'est une priorité. Un produit transformé, il faut qu'on soit un peu précis, parce que on peut considérer que par exemple une pizza est un produit transformé, il peut se faire des pizzas d'excellente qualité, et donc il faut qu'on soit un peu vigilant. Ce qui compte, c'est regarder encore une fois l'adéquation entre la nutrition et la santé, mais d'une manière générale, l'interdiction sur l'alimentation fait toujours un peu peur, parce que nous, on est très attachés à notre alimentation. Et on dit aux gens, soyez vigilants sur ce que vous consommez, cuisinez, accepter ces moments de famille ou ces moments entre amis, parce que des moments importants dans la culture française. Veillons aussi à ce que la santé soit préservée, parce qu'on sait qu'il y a aussi des problèmes d'obésité. Voilà, donc plutôt non. Plutôt favorable. Qu'apportent ces produits si ce n'est des coûts induits d'un point de vue santé, maladie? Si l'on veut faire de la pub, c'est sur les matières premières des agriculteurs et réapprendre à cuisiner. Oui, parce que c'est pas là où on génère le plus de valeur ajoutée pour les agriculteurs. Donc de la publicité pour des produits ultra transformés, nous on est plutôt pour de la publicité, pour des produits frais. Néanmoins, on a besoin d'avoir des produits transformés. Mais voilà, plutôt favorisons les produits frais, locaux, parce que ça fait de l'économie très locale et donc du revenu pour les agriculteurs. Non. C'est à nous, au monde agricole, à pouvoir défendre nos produits et à mettre en avant notre qualité aussi, et pour essayer de rivaliser avec eux. L'étiquetage des produits alimentaires doit-il indiquer les conditions d'élevage? Non plus, parce que les gens, 99% de la population ne lit pas les étiquettes, donc ça ne sert à rien. Là, c'est pareil, on en revient à la communication, c'est à nous, c'est au monde agricole, c'est à notre profession, mais de communiquer positivement. Et je le dis, c'est aux agriculteurs à ne pas fuir les micros et aller expliquer comme on le fait au salon, aller expliquer dans les foires. Et peut-être nous, on a un projet, c'est de ramener les fermes dans les écoles,
pour tout simplement aller formater les jeunes, les enfants, pour que le soir ils disent aux parents, finalement l'agriculture elle est comme ça, elle est positive, et il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Alors là aussi, en tous les cas, nous, on est très favorable à l'origine et à l'explication des modes de production, parce que je pense que c'est important d'éclairer le consommateur. Maintenant, derrière le mot mode d'élevage, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Donc moi, je considère encore une fois qu'on a un élevage français qui est très précautionneux, probablement un des plus précautionneux du bien-être animal, qui a beaucoup de progrès qui ont été réalisés sur le bien-être animal, que les éleveurs sont très vigilants à ce qui est fait en bien-être animal, et donc on doit continuer à promouvoir cette manière de faire en France, parce que je crois que notre élevage, encore une fois, est très ancré dans ce qu'est la réalité de notre territoire et bien mieux que ce qui se fait ailleurs. Bon, bien sûr que non. Avec un QR code, on pourrait, mais à quel moment on a en France une agriculture où il y a maltraitance de nos animaux? Ça n'existe pas. La seule maltraitance auprès de nos animaux, c'est quand le loup intervient dessus. Ça serait, oui, plutôt. Ça serait important de savoir aujourd'hui quand même 80% de la viande ou des produits animaux, en fait, lait, volaille et viande, sont issus d'élevage industriel. Et ça, c'est important que les consommateurs le sachent. Oui, il le faudrait. Néanmoins, au plus on met d'étiquettes sur les produits, au moins c'est lisible pour le consommateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc oui, c'est intéressant, mais dans quel but au final? Là, on se questionne encore. Les aides aux jeunes agriculteurs doivent-elles être doublées pour faciliter l'installation? Oui, l'aide aux jeunes agriculteurs doivent être doublées, triplées, quadruplées. De toute façon, on aura besoin de tout l'engagement financier au maximum pour répondre aux défis démographiques. Et donc aujourd'hui, force est de constater qu'on est loin de répondre à cet enjeu-là. Et donc on a besoin d'avoir un vrai accompagnement financier sur cette question, donc doublé sans problème. Elles doivent être en tout cas fortement rehaussées et accompagner d'autres mécanismes. Tout seul, ça ne suffira pas. Juste de donner des aides. Il faut aussi faciliter l'accès au foncier et garantir de la rémunération. En tous les cas, les aides aux jeunes agriculteurs, elles doivent être mises en avant. Est-ce qu'il faut les doubler, les tripler ou les multiplier par 1,2? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aider les jeunes agriculteurs à s'installer, il faut attirer des talents, parce qu'on a une pyramide des âges qui fait que beaucoup d'agriculteurs vont partir en retraite dans les 10 ans, et que si on n'attire pas des talents, alors on aura demain un problème de renouvellement des générations. Donc oui, favorable à aider les jeunes agriculteurs. Est-ce que c'est le doublement ou est-ce que c'est autre chose comme facteur multiplicateur? Je ne sais pas, mais très favorable évidemment à aider les jeunes à se lancer dans le métier. Je te dis non, mais par contre l'accompagnement des jeunes agriculteurs doit être doublé. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est pas que l'accompagnement financier, c'est l'accompagnement technique, c'est l'accompagnement stratégique, c'est l'accompagnement moral aussi. Et peut-être c'est un accompagnement total qu'il faut leur donner et pas que des finances, parce que tu sais, avec la finance, tu fais quoi? T'achètes, mais t'apprends pas. Bah écoutez, plutôt favorable. Je pense que vu l'inflation de tous les investissements pour justement avoir les structures nécessaires pour demain continuer à produire, eh bien c'est au niveau de l'installation qu'il faut les encourager. Un bon départ fait qu'ils auront une bonne carrière et après une bonne arrivée. Les syndicats agricoles peuvent-ils défendre des mesures communes? Peut-être, c'est pas le cas aujourd'hui. En l'état actuel des choses aujourd'hui, on voit que chaque syndicat, avec ce qui pèse, propose un modèle différent. Aujourd'hui, nous, on ne voit pas très bien ce qu'on pourrait défendre en commun avec la FNSEA, les jeunes agriculteurs ou la coordination rurale, qui vendent un peu le même modèle, plutôt vers l'agro-industrialisation. Et pourtant, ça serait intéressant de s'asseoir autour d'une table pour défendre les intérêts des agriculteurs, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En tous les cas, j'espère. Il me semble que par exemple sur le Mercosur, nous sommes tous très alignés alors que nous sommes tous très différents. Donc il y a évidemment des mesures, me semble-t-il, d'intérêt général ou de protection de l'agriculture qui doivent nous rassembler. Le Mercosur, encore une fois, me paraît être un exemple très éclairant du fait qu'on est capable d'être d'accord, même si encore une fois, sur bien des points, nous sommes divergents. Oui, il n'y a pas de sujet avec défendre des mesures communes. Moi, je crois qu'on a besoin aujourd'hui de retrouver une forme de communautarisme, en tout cas de communauté, de partage autour de l'agriculture. Beaucoup de choses nous divisent, mais en tout cas, entre agriculteurs, on doit retrouver une forme de solidarité très forte qui, par le passé, nous a aidés à se sortir la tête de l'eau. Bien sûr, on devrait tous être favorables à tout ce qui est fiscalité pour aller dans des situations où, en fait, on paye 0 droit de mutation pour transmettre nos exploitations. Sur le foncier, on devrait aussi être tous favorables à ce que la finance ne rentre pas chez nous. Voilà, il y a plein de mesures pour lesquelles on pourrait être d'accord. Oui, on l'a vu au printemps dernier. Après, chacun veut se tirer la couverture dessus, mais ça, c'est pas grave. Comme je l'ai dit hier soir, je l'ai expliqué hier soir à des jeunes agriculteurs, je leur ai dit, c'est une victoire du monde agricole.
c'est pas une victoire d'une étiquette syndicale, puisqu'aujourd'hui, c'est tous les agriculteurs et avant d'être syndiqués, on est agriculteurs. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et je pense qu'il y aura d'autres mouvements qui seront montés et organisés, je pense, par tous les agriculteurs. Et tout le monde s'y retrouvera. Et maintenant, les élections de chambre sont finies. Il reste 1 ou 2 mois de chaos pour savoir qui on met président et tout ça. Et d'ici, je pense, 6 mois, tout le monde va se remettre main dans la main pour travailler. Et moi, je l'ai dit et je le redis, notre avenir passera que par l'union. Les résultats aux élections chambres d'agriculture sont-ils satisfaisants? Eh bien, pour la coordination rurale, oui, parce que plus de 20 000 voix pour la coordination rurale. Je crois que c'est moins 23 000 pour la FNSEA-JA. Ils sont 2 syndicats. On est un seul syndicat. On devient le premier syndicat agricole en France. Ah ben pour nous, ils sont satisfaisants au sens qu'on aura demain la présidence avec les JA de plus de 80% des chambres d'agriculture. Après, nous avons reculé et nous sommes lucides sur ce qui s'est passé, mais nous restons de loin ceux qui vont être le plus à la manœuvre sur les départements. Et donc, nous avons envie de continuer à porter ce que nous portons depuis le début, c'est-à-dire le goût d'entreprendre, la vie des territoires et le fait d'avoir des hommes et des femmes engagés pour ce métier, parce qu'on pense qu'on a un avenir à construire, même si on est dans un moment difficile. Oui, tout à fait. La Confédération paysanne a légèrement progressé. Il y a des disparités comme tout le monde, dans un contexte plutôt adverse, où tous les signaux des politiques publiques vont dans le sens un peu des cadeaux au syndicat majoritaire, enfin à l'ex-syndicat majoritaire, pardon, la FNSEA, au mépris de ces questions qu'on porte très fortement à la Confédération paysanne, du revenu et de la transition agroécologique. Non, pas pour jeunes agriculteurs et la FNSEA. Oui, parce qu'il faut le dire, on a gardé toutes les chambres. Non, parce qu'on recule et on observe un vote de colère qui s'est exprimé. Donc là, pour le coup, ça sera oui et non. Satisfaisante, pour moi, oui, personnellement, mais pour tous les syndicats, peut-être pas. Pour certains syndicats, oui, pour d'autres, non. Maintenant, c'est les agriculteurs qui ont parlé, c'est la démocratie. Et on le voit, l'an dernier, c'était ici, tu vois, au Coram. On avait discuté avec Hervé Lapire au Paiement Échange. Je leur avais dit, on est une région dans le sud-ouest, on est trop souvent oublié. Et on se sent délaissé. Et malheureusement, ça fera le jeu des chaises vides. Ça ne dure pas longtemps et ça se remplira. Et on ne s'est pas trompé, puisque l'an après, tout le sud-ouest a quasiment totalement changé de couleur, où des agriculteurs indépendants ont décidé de se reprendre en main et de se lancer à cette aventure. On a voulu vous faire cette émission parce qu'aux dernières élections chambres d'agriculture, il y en a un certain nombre d'entre vous qui ne se sont pas positionnés. Peut-être même que toi, jeune, tu te dis, voilà, les syndicats, c'est un peu loin. Alors qu'en fait, c'est important puisque se posent des questions justement sur la vision de notre métier et sur le quotidien du métier des agriculteurs. Donc, on espère que ça t'a éclairé un petit peu plus. N'hésite pas à mettre des commentaires, poser tes questions juste en dessous de cette vidéo, partager, liker, bien évidemment. Juste après, on t'a prévu un petit bonus avec le président de la FNSEA qui reste le syndicat majoritaire. Et une fois que tu auras écouté, à ce moment-là, tu peux baisser le chauffage et reprendre tes activités. Allez, salut! Syndicat unique ou plusieurs syndicats? Plusieurs syndicats. PAC ou pas PAC? PAC. Bio ou conventionnel? Les deux. Subvention ou prix libre? Les deux. Grand ferme ou petite ferme? Je ne sais pas ce que c'est qu'une grande et une petite. En tous les cas, de nombreux agriculteurs sur le territoire qui gagnent leur vie. Supermarché ou circuit court? Les deux. Viande de synthèse ou viande fermière? Viande fermière, pas de viande de synthèse, aucune, rien, zéro. Blocage des routes ou dialogue avec le gouvernement? Les deux. Manifestation pacifique ou action coup de poing? Manifestation pacifique. Présidence du syndicat ou ministre de l'Agriculture? Présidence du syndicat. OGM ou pas OGM? Innovation, recherche et technologie. Économie de marché ou protectionnisme agricole? Économie de marché. Taxer les importations ou interdire les importations hors normes européennes? Interdire les importations hors normes européennes et notamment dire non au Mercosur. Agriculteur à l'Élysée ou politicien dans les champs? Ni l'un ni l'autre. Révolution agricole ou évolution progressive? Évolution progressive.